Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Annabella, shake that. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it up. Les gens adorent dire que Sean Paul est tombé en déclin, mais cette version de l'histoire ne tient que si l'on ignore ce qui s'est réellement passé, car au moment où sa carrière aurait dû continuer à grimper, tout ne s'est pas effondré, les choses sont devenues silencieuses. Et ce genre de silence signifie généralement qu'il se passe autre chose. Sean Paul est né à Kingston, en Jamaïque, en 1973, dans une situation qui n'entrait dans aucune case. Son origine à elle seule le prouvait. Portugais, juifs, chinois, afro-caribéens. Dans le système social jamaïcain profondément codifié, ce mélange n'apportait pas d'avantage, il apportait de la confusion, trop clair de peau pour certains milieux, trop soigné pour d'autres, jamais totalement revendiqué par un camp. Il a grandi dans les quartiers huppés de Saint-Andrew, un environnement respectable, structuré, éduqué. Il a fréquenté la Woolmer's Boys School où les attentes étaient claires. Parler correctement, s'habiller correctement, se tenir convenablement. Certaines musiques n'étaient pas encouragées, certains langages n'étaient pas tolérés. Le dancehall, à l'époque, était moins perçu comme une culture que comme quelque chose dont il fallait se tenir à distance. Mais la nuit, cette distance disparaissait. Les basses venues du centre-ville de Kingston portaient loin et elle l'attirait, pas comme un rebelle cherchant à choquer ses parents, mais comme quelqu'un qui ressentait quelque chose de vrai dans ce son. Vers le milieu de son adolescence, il naviguait déjà entre deux mondes. Étudiant soigné le jour, observateur discret de la culture dancehall la nuit, se faufilant dans des quartiers contre lesquels on l'avait mis en garde, sachant que sa carnation le ferait ressortir, sachant que l'attention pouvait vite devenir dangereuse. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la musique n'était même pas censée être son avenir. Sean Paul était un athlète, un vrai nageur de compétition niveau national. S'entraînant avec l'équipe jamaïcaine, on parlait de compétition internationale, peut-être plus encore. Il pratiquait aussi le water polo. Sa vie était construite autour de la discipline, des routines, du contrôle physique. Puis son corps lui a envoyé un message. Des années passées dans des piscines chlorées ont commencé à abîmer sa gorge. Lentement, sa voix s'est affaiblie et à 18 ans, il a pris une décision qui a surpris tout le monde autour de lui. Il a arrêté la natation. Complètement. Il a tourné le dos au seul chemin qui semblait garanti. Ce ne fut pas une annonce dramatique, juste un refus silencieux de continuer à suivre un plan qui n'avait plus de sens pour lui. Cette même approche silencieuse l'a suivi dans la musique du début des années 90 jusqu'à 1996. Il ne s'est pas précipité. Il traînait dans les studios, restait assis dans un coin, observait les vétérans travailler, parlait très peu. Plus tard, certains l'ont décrit comme un fantôme, toujours présent, jamais en train de performer, apprenant sans demander la permission. Quand il a enfin sorti son premier single, Baby Girl, la réaction a été brutale. Les radios n'en voulaient pas, les producteurs étaient directs, certains lui ont dit franchement qu'il sonnait trop propre, d'autres qu'il ne sonnait pas assez jamaïcain. Une comparaison revenait souvent. Snow, l'artiste reggae canadien blanc, ce n'était pas un conseil, c'était un rejet pour beaucoup d'artistes. Ce genre de rejet met fin à l'histoire. Pour lui, cela a changé sa manière de sonner. Au lieu de s'adoucir, il a fait l'inverse. Il a accéléré son débit, tordu le patois jusqu'à lui donner un autre mouvement, laissé l'épuisement façonner sa voix. Nuit longue en studio, matin précoce, presque pas de sommeil. Le style rapide et légèrement éraillé que l'on appellera plus tard sa signature n'était pas planifié. C'était une question de survie. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Give Me the Light n'a pas explosé d'abord en Jamaïque, le morceau a pris feu aux États-Unis. Les radios urbaines l'ont adopté avant même que son propre pays ne l'embrasse pleinement. Et une fois lancé, il ne s'est pas arrêté. Get Busy a suivi, directement numéro 1, pas localement, mondialement. Club, radio, festival. 6 millions d'albums vendus dans le monde. Presque du jour au lendemain, Sean Paul est passé de contesté à omniprésent. Le succès a apporté un autre problème étrange. Aux États-Unis, les gens ne savaient pas où le placer. Son accent les déconcertait. Son apparence aussi.
Certains employés le prenaient pour un latino, d'autres pensaient qu'il reniait sa culture, même certains logiciels de reconnaissance vocale avaient du mal à le comprendre, c'était presque drôle, presque. Puis est arrivé l'appel qui a changé la direction de sa carrière. Début 2003, l'équipe de Beyoncé l'a contacté, il le voulait sur un titre appelé Baby Boy. La session a eu lieu à Miami. Le morceau n'a pas seulement fonctionné, il a dominé. 9 semaines numéro 1, l'un des plus grands titres de l'année. Et l'alchimie était évidente, pas exagérée, pas forcée, juste assez visible pour mettre certaines personnes mal à l'aise. C'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Les performances ont changé, les apparitions aussi. Des moments où il aurait dû être présent, il ne l'était pas. Lors de la seule performance live qu'ils ont faite ensemble, son micro a été coupé. Aucune explication, aucun commentaire. Avant le tournage du clip, on lui a dit qu'il n'apparaîtrait pas dans les scènes avec elle. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait en acceptant la collaboration. Après Baby Boy, autre chose est devenue visible. Aucune performance de retrouvailles, aucun anniversaire, aucune apparition nostalgique, comme si cette collaboration avait été discrètement effacée de la chronologie publique. Personne n'a rien annoncé, aucune déclaration. Les choses ont simplement cessé d'arriver. Et au sommet de son élan, ce genre de silence était impossible à ignorer. Après Baby Boy, les chiffres n'ont pas chuté, l'élan n'a pas disparu. Mais l'accès, lui, a changé. De l'extérieur, tout semblait normal. Sean Paul classait encore des titres, tournait, sortait des hits. Get Busy dominait toujours dans plusieurs pays. Mais dans l'industrie, quelque chose avait bougé. Les invitations se sont espacées. Certaines portes ont cessé de s'ouvrir. Des collaborations logiques sur le papier ne se sont jamais concrétisées. Rien n'a jamais été dit publiquement, c'est ce qui rendait la situation confuse. Dans le milieu musical, le silence est rarement aléatoire, il est procédural. À cette époque, des discussions ont circulé en interne, pas dans des interviews, pas officiellement, juste des conversations discrètes. L'idée générale était simple, quoi qu'il se soit passé pendant l'ère Baby Boy avait franchi une ligne invisible. Le nom de Jay-Z revenait souvent dans ces discussions, pas comme un méchant caricatural, mais comme quelqu'un d'extrêmement protecteur de sa marque, de sa relation et de sa position. Au début des années 2000, son influence était immense. Quand il bougeait, les choses bougeaient. Quand quelque chose ne lui plaisait pas, cela avait tendance à s'arrêter. Personne n'a jamais annoncé que Sean Paul était interdit quelque part. Aucune liste noire affichée. Ce que les gens ont observé, c'était le résultat. Moins de scènes partagées. Aucune apparition commune, aucun retour sur un titre qui avait dominé les charts. Comme si cette collaboration était devenue un terrain à éviter. Au même moment, son label accentuait la pression. Le succès s'était transformé en pression, pas créative, promotionnelle. Les dirigeants voulaient de l'attention à tout prix. Coup médiatique, provocation. Une suggestion a franchi une limite pour lui, se tatouer des paroles de sa chanson et publier la photo en ligne, pas comme art, comme marketing. Il n'a pas caché son désaccord. Pendant que tout cela se déroulait, un autre épisode sur scène a révélé son état d'esprit. Août 2003, Amsterdam. En plein concert, une bouteille en verre a été lancée vers sa tête. Elle l'a manqué de quelques centimètres. La sécurité est intervenue immédiatement. L'agresseur était jamaïcain. En colère, déçu, il accusait Sean Paul d'avoir trahi le dancehall en devenant pop. La plupart des artistes auraient laissé la sécurité gérer et seraient passés à autre chose. Sean Paul ne l'a pas fait, il a demandé à parler à l'homme en coulisses. Ils ont discuté pendant des heures, sans caméra, sans déclaration. À la fin, Sean Paul lui a donné de l'argent pour rentrer chez lui. Des années plus tard, cet homme est devenu l'un des opérateurs de sound system les plus respectés de Jamaïque. Ce qui a été dit ce soir-là est resté privé. En 2005, Sean Paul a atteint un nouveau sommet. Température est devenu numéro 1 dans de nombreux pays. Sur le papier, tout indiquait une trajectoire pop encore plus grande. Puis la vie personnelle est intervenue. Son père a été diagnostiqué d'une maladie rénale. Leur relation n'avait pas toujours été simple, mais elle était devenue solide, respectueuse, honnête.
Sean Paul a commencé à l'accompagner régulièrement en dialyse, 3 fois par semaine, discrètement, sans en faire un élément de son image publique. C'est là que les refus ont commencé. Rihanna l'a contacté, Justin Timberlake a manifesté de l'intérêt, Christina Aguilera a proposé une somme importante. Ce n'était pas de petites opportunités, c'était des prolongements de carrière. Et Sean Paul a dit non, pas parce qu'il en avait fini avec la musique, parce qu'il en avait fini de laisser la musique diriger sa vie. Avant de mourir, son père lui a donné un conseil, si tu fais cela, fais-le pleinement, sinon éloigne-toi. Pas d'engagement à moitié. 3 semaines plus tard, son père est décédé. Aux funérailles, des personnes de tous les milieux jamaïcains étaient présentes. Quartier riche, quartier populaire, politique, culture de rue. Ils n'étaient pas là pour une star pop, ils étaient là pour un fils. Ce moment a discrètement réajusté ses priorités. Ce que beaucoup n'ont pas vu ensuite, c'est le vrai tournant. Vers 2009, alors que d'autres artistes se battaient encore publiquement avec leur label, Sean Paul a fait un mouvement discret. Il a sécurisé la propriété de ses masters, de son édition, le contrôle, sans annonce, sans célébration, juste une structure. Cette décision explique la suite. En 2014, un oligarque russe lui aurait offert 3 millions de dollars pour une performance privée, avec condition, interpréter les hits de l'ère pop, dont Baby Boy. Sean Paul a refusé, il n'a pas interprété ce titre en intégralité depuis des années, pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il appartenait à un chapitre qu'il ne voulait plus revisiter. En 2016, un autre appel est arrivé, Sia l'a contacté. Il a hésité, puis il a perçu quelque chose de différent. Du respect, une véritable appréciation du dancehall, pas une version déguisée. Cheap Thrills est devenu un succès mondial. La preuve qu'il pouvait encore dominer sans céder le contrôle. Get with it, girl, with a bang bang. Come on, turn the radio on. Quand la pandémie a frappé, beaucoup d'artistes ont lutté pour rester visibles. Sean Paul, non, les chiffres de streaming ont augmenté. Une nouvelle génération a découvert sa musique via les réseaux sociaux sans connaître son histoire. Il ne voyait pas un artiste en déclin, il voyait quelqu'un dont les morceaux fonctionnaient toujours. Ce qui le frustrait n'était pas la pertinence, c'était de voir les rythmes dancehall recyclés par des artistes mainstream sans reconnaissance. Il en a parlé ouvertement, calmement. Le dancehall, rappelait-il, ne représente qu'une petite fraction du marché musical mondial. Pendant que les artistes se disputent le statut, le genre lui-même est dépouillé discrètement. La propriété a tout changé. En 2022, son album Scorcha est entré numéro 1 des charts reggae Billboard, sortie indépendante, sa propre infrastructure, sans dépendre de la machine qu'il avait autrefois alimentée. Aujourd'hui, il tourne selon ses propres conditions, tournée courte, temps en famille protégée. Il investit massivement en Jamaïque. Son studio fonctionne comme une organisation à but non lucratif. Les jeunes artistes y enregistrent gratuitement. Son tournoi de football injecte de l'argent directement dans les communautés locales. Ces entreprises emploient des dizaines de personnes à temps plein. Il n'y a pas d'annonce quand il fait cela, pas de campagne, et c'est précisément le point. Sean Paul n'a pas perdu sa place dans la pop. Il a compris comment le système fonctionnait, évalué le prix à payer et s'est retiré quand ce prix n'avait plus de sens. Dans une industrie qui autorise rarement des sorties propres, ce choix est peut-être la partie la plus inhabituelle de son histoire.